Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, cinéma survivaliste, nous allons parler du très beau film de Peter Weir, Les Chemins de la Liberté. Je viens de le voir avec les enfants ce soir. Tout à fait adapté pour des enfants à partir de 8 ans, 9 ans. Sans problème. Tout d'abord parce qu'il leur montre la vraie nature du communisme et en général du socialisme, c'est-à-dire à la fin le goulag pour tout le monde et la malnutrition et la mort. Cela dit, film tiré d'une histoire, alors on dit une histoire vraie, il y a une controverse sur une partie en tout cas de cette histoire, tirée de prisonniers de camps de goulag en Union soviétique à la fin des années 30 et qui vont s'échapper pour rejoindre l'Inde. Alors, ça fait beaucoup de chemin, surtout à pied. Et d'ailleurs, je n'ai pas lu le livre, mais le film nous montre quelques scènes assez intéressantes, probablement effectivement tirées du livre, qui nous rappellent à certains éléments fondamentaux, en fait, de la survie. Alors, je dirais comme note générale, c'est que lorsque un régime dictatorial, socialiste, pardon pour le pléonasme, se met en place, et bien qu'il soit sous forme nationaliste comme chez les nazis ou sous forme collectiviste comme chez les communistes, c'est la même merde, c'est de l'étatisme. Eh bien, très vite, tout le monde doit être surveillé, fliqué, parce que le système ne marche pas. Et donc, il faut trouver des raisons, et ça ne peut pas être le système lui-même. Ça doit être forcément la faute d'étrangers, d'espions, de traîtres. Et donc, tous ces gens qui vont être rapidement dénoncés par les uns et par les autres vont finir évidemment dans des camps. Et c'est vrai que l'Union soviétique avait amplifié le système pénitentiaire qui existait déjà euh, sous le régime tsariste, mais qui n'avait pas mais il a amplifié la violence, évidemment, le nombre. Alors, ce qui est vrai, pour petite note historique, c'est que si on pense qu'il y a je crois, plus d'une quinzaine, voire peut-être même une vingtaine de millions de personnes dans l'Union soviétique qui sont passées dans le goulag, la réalité, c'est une assez faible, un assez faible nombre est mort. La raison est que ces gens travaillaient et donc étaient finalement des ressources pour exploiter le bois, les mines et différentes d'autres choses, et qu'il n'était pas dans l'intérêt du régime de les exterminer, il fallait les faire travailler. Cela dit, il y a eu de nombreux cas, et probablement des centaines de milliers, voire des millions de victimes extrêmement graves, dont une grande majorité morte, mais qui reste, ce n'est pas une opération exterminatoire, c'est une opération de mise en esclavage pour des travaux pénibles. Beaucoup ont travaillé à la construction de canaux. Je sais qu'il y a eu le fameux canot, les canaux de la Volga au Don et à la rivière qui va, enfin, du nord au sud de la Russie. J'ai tout d'un coup un trou de mémoire. Est-ce que c'est la Lena, de la Volga à la Lena, le grand canal navigable qui ont été menés par un type assez affreux qui s'appelle Vologda, je crois, sauf erreur, qui a fait vraiment maltraiter les prisonniers. Enfin bref, ce film, cette histoire, de la manière dont elle est racontée, en tout cas dans le film, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, se compose en plusieurs actes. Le premier acte se passe dans le goulag lui-même, où on voit, et cet acte m'a rappelé le livre que je viens de terminer, enfin que j'ai terminé l'année dernière, qui sera publié dans quelques semaines, euh, qui est un roman autour de l'histoire d'une partie de la vie de mon grand-père, qui a lui été dans l'équivalent des goulags, mais chez les nationaux socialistes en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit, et c'est marrant parce qu'on voit dans ce film, je l'avais vu au cinéma il y a très longtemps, on voit que partout les prisonniers s'organisent pour survivre, pour améliorer leur ordinaire, qui est très très bas en Russie. On voit à tel point, il est tellement bas, avec une malnutrition, avec une carence de vitamines, que beaucoup de gens développent des problèmes de vue. C'est vrai que c'est une carence de vitamine A. Eh bien, mon grand-père me racontait les mêmes histoires, du troc pour les cigarettes, du troc pour les vêtements,
du troc pour avoir en échange un petit peu de nourriture supplémentaire, un tout petit peu de meilleur traitement. On peut dealer avec les gardiens, on peut dealer entre prisonniers, on peut dealer entre différentes nationalités, etc. Et là, on voit très bien que dans ce premier acte, il y a la survie dans le camp, la survie dans le goulag et l'élaboration d'un éventuel plan de, de- de fuite pour s'échapper. Et là, on est loin de la grande évasion où des pilotes anglo-britanniques sont grassement nourris et bien traités dans les camps de prisonniers allemands. Ça n'a rien à voir. Eh bien, il faut se rappeler que l'Allemagne a traité de manière absolument somptueuse les prisonniers français, anglais, allemands, en tout cas tant que les bombes alliées n'avaient pas cassé la logistique du système économique du Troisième Reich. Cela dit, donc on voit dans ce camp les différents prisonniers. On a le professeur, on a le mafieux, le vori, on a l'artiste, on voit le, le comique et d'autres qui essayent de survivre tant bien que mal en échangeant, parfois avec de la violence, denrées, cigarettes, et qui, en élaborant ce plan de fuite, commencent à élaborer et à accumuler un petit peu de nourriture. Euh, et on voit toutes les problématiques liées à l'hygiène également. Et je vais beaucoup plus en détail d'ailleurs sur ce point dans mon roman qui arrive, sur les problématiques d'hygiène dans des camps de prisonniers. Mais enfin, on voit qu'au bout d'un moment, ces prisonniers sont à bout et qu'il devient vital de s'échapper. Deuxième acte, la fuite à travers la Sibérie, où franchement, allez voir ce film et revenez voir cette vidéo plus tard avec vos commentaires parce que je vais, comment on dit spoiler en français, je vais euh, déflorer le livre, le film. Deuxième acte, la fuite, ils s'échappent et doivent traverser en plein hiver les forêts de Sibérie. Et on imagine des températures de moins 40 degrés. Et donc, avec des vêtements pas du tout adaptés, là, on n'a pas les vêtements modernes d'aujourd'hui. On a, s'ils ont de la chance, des chaussettes, des gants et des manteaux et des pulls en laine, avec probablement, pour les Russes, ces fameuses vestes en coton, euh, remplies de coton, qui serait d'ailleurs un piège si on tombe dans l'eau, mais qui est molletonné, de coton molletonné, ces vestes molletonnées qui permettaient d'avoir un petit peu plus de vêtements, mais tout ça c'est de la très mauvaise qualité, hein, ce qui était donné aux prisonniers en Russie, en Union soviétique. Et donc on les voit évidemment essayer de s'en sortir avec évidemment très très peu de nourriture, euh, de quoi à peine faire du feu. D'ailleurs, il y a une scène, alors attention, spoiler, il y a une scène très intéressante où finalement ils ont un silex pour toute cette équipe d'évader. Ils arrivent à faire du feu et l'un d'eux se perd. Et parce qu'il voit très très mal dans l'obscurité, il est quasiment aveugle. Il finit par mourir et en fait il meurt à quelques dizaines de mètres du feu et où les autres prisonniers ne peuvent pas aller le chercher dans l'obscurité et simplement attendre le matin et le retrouvent congelé le matin. On voit qu'il y a encore dans cette époque une humanité. Alors certes, les prisonniers certains sont russes, d'autres sont polonais, un est lituanien et un autre est un américain dont l'histoire est intéressante d'ailleurs et je ne vous la divulguerai pas. Euh, le, ces gens sont tous d'une tradition et d'une morale chrétienne, et donc évidemment les morts sont enterrés et avec une croix et ne sont pas cannibalisés. Mon fils me disait, mais pourquoi il ne les mange pas? Je dis, c'est bien, tu es le fils de ton père. Mais clairement, lorsqu'on est dans une culture où on n'est pas cannibale, on n'est pas anthropophage, on réfléchit, et certainement c'était pas dans les mœurs de cette époque, bien que ça arrive, y compris dans le monde évidemment chrétien. La traversée de ces montagnes et de ces steppes par le froid est terrible et ils cherchent évidemment le sud ils vont en direction du lac Baïkal. Ils trouvent en chemin une autre évadée qui se joint à eux, une jeune femme, très jeune femme. Et évidemment, ils doivent éviter, ça c'est
la difficulté supplémentaire, ce qui nous projette dans la problématique à résoudre si on se met dans cette situation, c'est que il ne s'agit pas simplement de s'évader, mais il faut en plus éviter tout contact avec la population locale qui reçoit une prime si elle dénonce ou si elle avertit les autorités de potentiels prisonniers évadés. Et donc, ils ne peuvent pas traverser les villages, ils ne peuvent pas traverser les villes, ils ne peuvent pas se mettre à naviguer sur le lac et se faire repérer, ils doivent être extrêmement discrets. Donc, il y a cette approche, je l'ai trouvée très intéressante, du fait de ne pas pouvoir se faire voir. Alors, évidemment, le mafieux, le vol, lui, est plus violent, c'est un enfant de la rue, lui, il ne va pas hésiter à aller de nuit dans les villages, tuer les chiens de garde, et voler les poules, les lapins, etc. On imagine tout à fait le personnage, qui d'ailleurs à un moment a une réaction très intéressante lorsqu'ils arrivent à la frontière de la Russie et de la Mongolie, et je ne vous la dévoilerai pas, mais à un moment il a une réflexion qui est très paradoxale, mais très révélatrice de l'âme russe. Et je crois même que c'est le seul russe en fait, de l'équipe, sauf erreur. Et en tout cas, c'est voilà, c'est un enfant de la rue. Il a un immense respect pour Staline parce que c'est le plus fort. C'est le plus vicelard, le plus méchant, et c'était aussi un criminel à la base, hein, Staline. Enfin, ça a été en plus un criminel d'État, mais c'était un criminel de la rue avant de devenir le criminel en chef des soviétiques, des bolcheviks. Mais on voit que ce mafieux respecte la force, et donc il respecte Staline. Et, euh, et il a une réaction tout à fait paradoxale lorsqu'il arrive. Et on voit aussi qu'il a un sens du pragmatisme, c'est-à-dire qu'il n'hésiterait pas à tuer quelqu'un pour survivre, il n'hésiterait pas alors que les autres sont des gens encore trop civilisés dans cette situation. On a un comptable, on a en fait un ingénieur parmi ce groupe. Je- et lui réfléchit en termes de survie pure, puisque depuis son enfance, il a dû survivre dans les rues des grandes, probablement de Moscou, on ne dit pas laquelle, mais dans ces rues de grandes villes russes, surtout dans l'organisation criminelle, il faut tuer ou être tué. Et il faut savoir exploiter ou ne pas exploiter, tout en suivant un certain code d'honneur typique des Vori. Enfin, c'est pas le sujet. Et cette équipe va donc passer la frontière, passer le transsibérien, passer la frontière, arriver en Mongolie, pour découvrir que la Mongolie aussi est un État communiste. Alors, c'était un faux État communiste dans le sens où l'État mongol était en fait sous la protection de Staline à cette époque et de l'Union soviétique, mais en gros il avait une semi-autonomie, en tout cas il avait une autonomie légale, même si de fait elle était sous contrôle soviétique, mais je pense que Staline avait la, la, l'intelligence de dire on va laisser ces gens vivre, de toute façon ils n'ont pas d'importance stratégique, c'est un pays que l'on peut contrôler en 2 secondes. Donc, on va faire semblant de croire qu'ils sont communistes. Eux vont faire également semblant. Et de toute façon, on sait très bien qu'on peut les dominer si on le souhaite, mais il n'y a pas de ressources. Donc, il y avait un modus operandi, un accord de vivre ensemble, de vivre côte à côte, euh, qui a été mis en place dans les années 30 avec la Mongolie. Il traverse la Mongolie, je fais donc troisième acte, la traversée de la Mongolie et de ses déserts pour arriver ensuite en Chine. Et là, la problématique change. Il ne s'agit plus du froid, encore qu'il fait froid la nuit dans ces déserts, mais c'est le manque d'eau et le manque de nourriture, surtout. Et le manque d'eau qui se fait sentir. Et là, ben, certains de ces évadés vont mourir, exténués, déshydratés, et on voit leur tentative j'ai trouvé très intéressant comment ils utilisent leur équipement. Ils ont leur gamelle. Il faut savoir que les prisonniers avaient tous leur équipement. On n'avait pas organisé une cantine, hein, dans les camps. Donc, et c'était pareil dans les camps en Allemagne et ailleurs. Chaque prisonnier a tout son matériel sur lui, tout comme un soldat l'aurait en opération. C'est-à-dire qu'ils ont une gamelle, ils ont généralement une cuillère, ils ont les vêtements qu'ils portent. Et cette gamelle est vitale parce que c'est dans celle-ci qu'ils ont la distribution de nourriture lorsqu'ils sont dans les camps. Donc on voit qu'ils gardent ces gamelles. Au marché noir ou en trafic, ils essaient d'obtenir des petites casseroles pour faire bouillir de l'eau, pour faire cuisiner. Le minimum qu'ils arrivent à attraper. Vous savez, vous trouvez des pommes de terre, si vous ne les faites pas bouillir, vous ne pouvez pas les manger, c'est toxique, par exemple.
Et donc, il faut les bouillir, et donc il faut de l'eau, et il faut une casserole, il faut un récipient. On ne peut pas les faire bouillir, on ne peut pas faire bouillir l'eau dans votre main et mettre la pomme de terre dedans et ensuite la manger. C'est pas possible. On a tous ceux qui ont fait un petit peu de camping et savent que pour faire bouillir de l'eau, il faut un récipient, il faut une petite casserole. Alors à l'époque, c'était du tin, comme on dit ça en français, de l'étain. Et, euh, et donc ces popotes, eh bien, elles sont utilisées pour recueillir l'eau dans les puits, dans les points d'eau qu'ils trouvent à travers ce désert. Et on voit qu'ils sont de plus en plus épuisés et on s'imagine des milliers de kilomètres qui ont été parcourus à pied. On imagine l'usure des chaussures, on imagine l'usure des pieds et des jambes de personnes qui n'ont pas la nutrition nécessaire pour faire ce genre d'exercice, évidemment l'entraînement, ça n'a rien à voir. Mais enfin, la survie, leur vie est au prix de cet effort. Et acte suivant, il s'agit de passer en Chine. Alors, dans le film, tout ça est. La dernière partie du film est extrêmement résumée, mais on s'imagine que à entrer en Chine et traverser toute la Chine et tous les hauts plateaux euh, de la partie ouest de la Chine, est-ce que c'est le Xinjiang? J'ai un doute. Et d'arriver dans les contreforts de l'Himalaya, ce qui est en fait le Tibet, à l'époque, qui était indépendant, qui ne faisait pas partie de la Chine, en tout cas à cette période, et aller en direction de Lhasa pour pouvoir ensuite passer les cols de l'Himalaya en automne. Donc assez difficile à faire, je suppose. J'ai jamais été à ces altitudes. Et pour arriver en Inde. Euh, cette partie est trop courte et on aurait envie d'en savoir plus sur comment ils ont traversé cet Himalaya. C'est d'ailleurs cette partie-là où il y a une controverse quant à l'auteur, où ses contradicteurs disent qu'il n'a pas traversé les montagnes. Bon, c'est pas important de toute façon. En revanche, c'est vrai que comparer cette survie dans le camp, dans le froid de la Sibérie, sur le lac Baïkal, les rapports humains entre les personnes qui finalement au début sont chacun pour soi, mais on a une opportunité de s'échapper, et pour terminer, une collaboration très forte et finalement une amitié parfois tragique, puisque un grand nombre, un certain nombre vont mourir, eh bien, on voit que c'est dans l'adversité que les hommes, les êtres humains créent des liens. Et ça, c'est un message d'espoir parce que nous sommes souvent lorsque l'on imagine, lorsqu'on théorise des situations de survie, même de grande envergure, on oublie souvent, on se dit souvent, mais je connais pas assez de gens, j'ai pas suffisamment d'amis avec qui me faire un groupe, etc. Mais si dans l'adversité, vous allez créer des liens. Euh, Par définition, ceux qui ne vont pas vous trahir, ceux qui ne vont pas vous tuer, et ceux que vous n'allez pas tuer et ceux que vous n'allez pas trahir, seront des amis forcément, et les liens vont se créer parce que l'être humain est un animal social. Nous avons besoin d'intégrer ou de créer une tribu, un clan. Et si nous ne l'avons pas déjà, nous avons tendance à le faire, mais évidemment, si nous n'en avons pas, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est très difficile de le créer quand les choses vont bien. Quand tout va bien, on a tous des trucs à faire le week-end, on a tous des trucs à faire avec les enfants, etc. Nous ne sommes pas dans des conditions de nécessité absolue. Et donc, les priorités ne sont pas les mêmes que si nous étions dans une situation de survie. Mais c'est là où les liens forts se créent. J'en veux pour preuve que la plupart de nos amis les plus grandes amitiés sont faites dans l'adversité lorsqu'on est jeune, face à l'autorité scolaire, face à l'autorité militaire, par exemple, ou pour ceux qui sont allés en opération militaire guerrière, face au danger qui peut prendre la forme de l'ennemi, ou pour les aventuriers, évidemment, de la nature hostile, etc. Donc il y a des liens très forts qui se créent dans les situations de... difficiles. Je vous conseille ce livre, Les chemins de la liberté de Peter Weir, euh, avec notamment Ed Harris comme très bon acteur. Colin Farrell n'est pas un bon acteur selon moi, mais il est intéressant dans ce film. Mais très très bon film que je vous conseille et qui vous donnera des idées pour vous préparer. Et donc, préparez-vous. À bientôt.